Eh ben, bonjour Esteban, bienvenue sur cette petite chaîne. Je te présente un petit peu et puis on va discuter de la situation au Chili, situation qui a démarré en réalité depuis pas mal de temps avec des mouvements sociaux qui ont retenti jusqu'ici et qui s'est traduit par disons une actualité dans les urnes, une actualité électorale très récemment dont on a envie de discuter un peu. Toi Esteban, tu es communiste chilien et suisse. Hein, tu es un cadre du Parti communiste de Suisse romande. Tu es également très intéressé par tout ce qui concerne l'Amérique latine et en particulier tu travailles dans une association aussi, pour une association de Chiliens expatriés ou réfugiés en Suisse qui s'appelle Nouvelle Génération Chili. Chili. Voilà. La première question, alors évidemment, c'est un peu compliqué. Il faudrait peut-être, pour les auditeurs, rappeler un peu ce qui s'est passé dans l'actualité récente. On a à la fois, d'après ce que je comprends, hein, il y a deux choses qui sont intéressantes à nos yeux en tant que progressistes. C'est à la fois le fait qu'il y a comment dire, une constituante qui va s'établir pour balayer une constitution qui date de l'époque Pinochet. Donc, on a quand même quelque chose qui est politiquement très important au Chili aujourd'hui, très significatif. Et à travers ça, il y a eu aussi des élections municipales dans lesquelles la gauche est en hausse, ce qui n'est pas, au fond, c'est pas si. Enfin, si, ça peut être un peu étonnant de la part de pays comme les nôtres, où on n'est pas tout à fait dans le même contexte, mais enfin, dans lequel le Parti communiste chilien a progressé quand même significativement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en résumé hein, sur ces deux choses-là? Bon, bah, d'abord, merci Guillaume de m'inviter à cette émission. Je suis vraiment content de pouvoir m'adresser aussi aux communistes français à travers cette chaîne et puis essayer de comprendre s'il y a des leçons à tirer aussi de ces nouvelles situations qu'on est en train de voir dans le monde où il y a c'est peut-être décrit comme des explosions sociales, mais au fond, il y a des éléments de révolte populaire aussi. Et donc, je me réjouis de pouvoir essayer de tenter de faire des comparaisons Mm. pour que ça soit aussi mieux compris par les camarades en France. Donc, effectivement, il y a un processus long, historique, qui est celui qui commence par la défaite de l'unité populaire en 1973, dans lequel il y a l'installation d'un modèle néolibéral avec toute une pensée qui vient de ces économistes qui ont étudié à l'université de Chicago et puis qui sont revenus au Chili et puis qui ont installé tout un programme en fait de réforme euh, qui était pas nécessairement le projet de l'armée chilienne, mais en tout cas, il y a eu une fusion, disons, de ces différents intérêts de l'oligarchie chilienne pour installer un nouveau modèle et une façon de rédiger une constitution de manière tyrannique, évidemment, avec une toute petite commission nommée par la junte militaire dans les années 70 et qui ensuite a présenté un projet dans une élection, dans une votation frauduleuse en 1980, dans lequel il n'y avait même pas de registres électoraux, il n'y avait pas de D'accord. garantie démocratique, mais dans lequel voilà, il y avait tous les principes néolibéraux où l'État disparaît complètement, où les syndicats ne peuvent pas faire de la politique, euh, et aussi tous les éléments de la transition démocratique qui vont avoir lieu plus tard. C'est-à-dire que c'est D'accord. dans cette constitution de 1980 qui est inscrit le plébiscite qui aura lieu en 1988, dans lequel le peuple chilien, après de nombreuses luttes et des reconstructions du mouvement populaire, ont réussi finalement par le vote, mais avec toute une lutte précédente pour dire non au général Pinochet et puis pour qu'il cède sa place. Mais du coup, après, ça installe euh, la droite et le centre-gauche, on va dire, dans une gouvernance capitaliste néolibérale qui va pas remettre en cause le modèle, mais qui va l'administrer en fait,
Et du coup, c'est toute cette période longue depuis les années 90 jusqu'à maintenant, dans laquelle la mobilisation populaire s'est restreinte énormément. Et finalement, grosso modo, c'était l'idée, on va faire confiance à des représentants élus démocratiquement, disons selon le système électoral bourgeois, et on va faire confiance qu'il y aura une croissance économique et qu'il y aura une redistribution pour les classes plus vulnérables, plus populaires, On connaît la chanson, hein. et qu'elles vont atteindre le niveau de la classe moyenne, etc. Mm. C'est tout ce discours et, et cette politique qui est aussi en crise aujourd'hui. D'accord. Donc, où il y a eu évidemment le Parti communiste ou la gauche, d'autres partis de gauche, certains qui sont plutôt dans une ligne plus révolutionnaire, classique, qui vont mener des luttes sociales durant toutes ces années. Et va surgir finalement en 2011, c'est la grande mobilisation des étudiants, dans laquelle le Parti communiste aussi arrive à introduire de nouveaux visages dans la mobilisation sociale et politique. Mais il y a aussi tout un secteur qui s'appelle Frente Amplio. C'est un petit peu, s'il fallait le décrire très rapidement, c'est un peu une nouvelle social-démocratie finalement, qui n'a pas vraiment un discours de classe, mais qui comprend qu'il y a des demandes sociales qu'il faudra satisfaire de certaine manière. Est-ce que ces mouvements, donc le Parti communiste, mais également une sorte de retour d'une social-démocratie, avec forcément des éléments différents de la social-démocratie telle qu'on la connaît ici, en fait, d'une certaine façon, comment se positionne-t-il par rapport à l'héritage de Salvador Allende, par exemple? Est-ce que le sujet existe ou est-ce qu'on en parle? Écoute, Est-ce qu'on lui reproche de s'être fait avoir, ou peut-être par le putsch de Pinochet? Je pense que c'est pas vraiment un débat qui a lieu à fond. Il est D'accord. superficiel, disons. C'est vieux maintenant, Évidemment, hein. la figure d'Allende peut tout d'un coup ressurgir, mais d'une manière un peu superficielle et pas en tirant peut-être les vraies leçons qu'il faudrait tirer, parce qu'il y a D'accord. tout un... je pense que comme militant, tu vois plus ou moins que les deux grandes critiques qu'il y a eu de l'époque de l'unité populaire, c'était en gros, soit c'était les secteurs plus d'extrême gauche qui étaient responsables parce qu'ils ont voulu aller trop vite, Mm. hein, et qu'ils n'ont pas peut-être réussi, y compris durant la dictature, à mener la lutte qu'ils prétendaient mener. Mm. Et puis, l'autre critique, c'est celle de la critique qui dit vous alliez trop lentement et vous n'avez pas réussi à faire vos accords avec la démocratie chrétienne. Et puis, ça a aussi donné l'initiative finalement à l'extrême droite et à la CIA pour mener le coup d'État. Donc, Ouais, mais d'accord. c'est un débat un peu répétitif qui est mené par les militants de la gauche historique depuis des années et des années. Mm. C'est Et compliqué comme débat, hein, de toute façon. voilà. Ouais. Mais je pense que ce débat va revenir sous une autre forme parce qu'on ne peut pas simplement être, c'est-à-dire tout le monde a commis des erreurs aussi parce que c'est une défaite de tout le mouvement ouvrier. Donc on ne peut pas juste imputer la faute à un Ouais. secteur. Il y a une autocritique aussi à faire. Je dis ça aussi parce que, bon, j'ai une arrière-pensée, c'est peut-être pas si vieux que ça comme question, dans le sens où, au Venezuela, par exemple, dans les dernières années, il y a eu aussi, comment dire, des tentatives de putsch face à un président élu, et que donc il y aurait aussi quelques éléments d'unité par rapport auxquels finalement le Venezuela n'a pas vécu la même séquence que le Chili quelques décennies plus tôt. Du coup, cette question-là a l'air d'être quand même assez importante. Mais enfin bon, c'est vrai que chaque pays a ses spécificités aussi, j'imagine, hein, par Oui, rapport à oui, tout ça. à fait. Moi, je pense il manque des informations. Par exemple, en 2013, c'était les 40 ans du coup d'État au Chili. Et il y a un des conseillers politiques d'Allende qui s'appelle Joan Garcés, qui est un Espagnol. Et il a révélé, par exemple, des informations qui viennent justement troubler en fait ce débat un peu
un peu resté dans le passé, disons figé dans le passé presque. Il dit par exemple qu'effectivement, il reconnaît que le gouvernement de l'Unité populaire n'a pas eu une véritable politique de défense de son processus. Oui. Hein. Alors, Des illusions. voilà, et ça n'implique pas nécessairement la question de la lutte armée, mais en tout cas, il n'y a pas eu une réflexion pour qu'est-ce qu'on fait pour défendre ce processus. Tout à fait. On ne va pas simplement attendre qu'il y ait un coup d'État qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait pour, non pas seulement à travers des négociations, mais avec nos propres forces populaires, répondre à une telle éventualité. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, qui était vraiment très intéressant, c'est qu'il signale que Allende a une figure de quelqu'un qui était très pacifiste, très institutionnel. Alors, je pense que c'est vrai, il y a une critique à faire de ce point de vue-là au niveau du processus en général, mais ce n'était pas quelqu'un qui était complètement réfractaire à la question des armes, par exemple. Et la preuve, c'est la défense qu'il a fait dans le palais de la Moneda, avec une arme et tout ça. Et il allait jusqu'au bout. Mais ce n'est pas seulement ça. Par exemple, Joan Garcés révèle que en 1972, il y avait un processus en Bolivie aussi, où il y avait un général progressiste, on va dire, qui avait un certain soutien des étudiants et de la classe ouvrière. Et en 1972, il y a eu un coup d'État contre ce processus. Et Allende réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ce processus à côté. Alors, selon Joan Garcés, il aurait même proposé au MIR, qui était l'organisation d'extrême gauche qui prenait la voie plutôt guévariste, plutôt cubaine, de lutte armée, leur a proposé de les aider dans l'infrastructure pour qu'ils puissent partir en Bolivie et peut-être avoir là l'expérience de ce que ça signifie de défendre un processus démocratique populaire, etc. Et selon Joan Garcés, le MIR a refusé. Ça, c'est des éléments intéressants parce que on vient savoir ça 40-50 ans après, et ce n'est pas forcément des éléments qui existaient plus tôt pour tirer justement les bonnes leçons de ce qui s'est passé. Quelque part, ce dont on se rend compte peut-être dans plusieurs pays d'Amérique latine, c'est qu'il y a vraiment un lien entre des mouvements populaires, des luttes, disons, pré-insurrectionnelles, des choses comme ça, et des processus électoraux. C'est-à-dire que le clivage entre la question des urnes et la question de la rue est peut-être beaucoup plus complexe qu'ici, où de façon gauchiste, on va balayer, on va dire, voilà, il y a soit des luttes de rue et soit des impasses du point de vue électoral. Là, on voit en fait aujourd'hui au Chili que l'un va alimenter l'autre et peut-être aussi réciproquement, d'une certaine façon. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Bon, je pense que c'est un excellent sujet. Je pense que ça arrive comme à la lumière de ce qui se passe maintenant. Bien sûr. À mon avis, ça arrive comme en France, d'une certaine manière. Parce qu'il y a quand même des forces. Il y a des forces qui sont uniquement institutionnelles. On va dire c'est plutôt le Frente Amplio. Il y a des forces qui sont dans l'institutionnel et qui tentent d'être dans le mouvement social, un peu comme le Parti communiste, mais c'est très compliqué. Et il y a aussi d'autres forces de gauche plus petites, mais qui aussi tentent, qui sont très critiques du processus institutionnel, mais qui ont participé à cette élection de la Convention constituante. Et puis, il y a des forces qui sont complètement en dehors de ce processus, c'est très critique. La différence, probablement, c'est qu'il y a un quatrième acteur, finalement. C'est que les masses, elles se sont mobilisées énormément. Et c'est ça qui, finalement, permet peut-être une combinaison de ces différentes formes de lutte. Ça clarifie peut-être le débat électoral, du coup, le fait qu'il y ait eu préalablement de grosses mobilisations, en fait, qui posaient les choses clairement en termes de revendications, peut-être. Exactement, et puis qui sont aussi traversées par ces différences de dire, bon, est-ce qu'on va vraiment faire confiance de nouveau aux mêmes qui ont déjà gouverné ou pas, mais en même temps, est-ce qu'on va simplement rester à la maison et attendre qu'il y ait des changements qui arrivent? C'est un peu traversé, disons, et la messe n'est pas encore dite, on va dire. Mais alors, il y a aussi une différenciation quand même de certaines organisations qui sont dans ces différentes positions que tu as décrites avant, soit être dans l'institution, soit dans la rue, quoi. Bon, on est communiste, effectivement, nous, c'est une question qui est habituelle chez nous, d'articuler un peu les luttes sur le plan électoral et les luttes de masse, syndicales, etc.
Justement, Exactement. sur ce plan-là, le Parti communiste, alors je vais peut-être poser ma question d'une façon bizarre pour un camarade suisse, mais je vois quand même beaucoup des camarades du PCF, notamment ici en France, à travers justement une candidature qui se lance d'une certaine façon en solo de Fabien Roussel, ici chez nous pour 2022, que euh, quand on présente des candidats clairement estampillés communistes dans une élection au Chili, eh ben, on remporte des suffrages, notamment un canton ou une commune, je ne sais pas comment on appelait ça, de Santiago, et on met ça comme une information très très importante. Évidemment, c'est important, hein, même d'un point de vue symbolique, mais comment tu vois les choses toi, par rapport à ça? C'est pas un solo chez eux, ce Moi, sont moi, des accords avec d'autres forces politiques. je te remercie de la question parce que c'est ce que je Bon, vas-y, m'attendais et puis très bien. je voulais en parler parce qu'effectivement, je pense que déjà, il faut donner certaines informations de ce qui se passe vraiment dans cette candidature Oui. avant de justement, pour mieux comprendre la comparaison qui est possible. Mm. Le Parti communiste chilien, il a bataillé énormément durant les années 90 avec la défaite, disons, de l'Union soviétique, a énormément bataillé à l'interne également pour Oui. savoir s'il maintenait déjà est-ce qu'il maintenait l'organisation du Parti communiste ou pas. Il y a eu aussi des secteurs rénovateurs à l'intérieur qui sont passés par différentes étapes, on va dire. Comme au Euh, PCF. Exactement, il y a des similitudes de ce point de vue-là. À cette époque-là, la secrétaire générale, c'était Gladys Marin, qui était vraiment quelqu'un qui a été très combative durant cette période. Et il y a certaines vidéos, c'est vraiment intéressant, où on la voit vraiment dans les manifestations, où elle prend l'eau tu sais, dans les manifestations, il y a Mhm. les lance-eau, elle prend tout ça dessus. C'est elle, elle a eu son mari qui était porté disparu, disons, une victime d'une disparition forcée. Donc, elle était très proche de toute la lutte des victimes et des familles dans la question par rapport D'accord, oui. à la justice et puis la mémoire de ce qui s'est passé durant la dictature. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très combatif et du coup, cette combativité lui donne une reconnaissance aujourd'hui au Parti communiste, disons. Aujourd'hui, une grande partie de la population chilienne reconnaît le rôle de cette dirigeante parce qu'ils ont été complètement exclus du système politique, mais ils ont maintenu la ligne et ils ont maintenu le combat. Euh, bon, cette dirigeante est décédée dans les années 2000. Et puis ensuite, il y a d'autres dirigeants qui ont pris le relais. Et je ne connais pas vraiment des détails internes de ce qui se passe au Parti communiste chilien, mais euh, euh, on va dire que les nouveaux dirigeants reçoivent un peu plus de critiques, disons, de la gestion qu'ils ont menée ces dernières années, parce que pour répondre aussi à la question de la candidature, parce que cette dirigeante, Gladys Marin, s'était aussi présentée durant les années 90. Mm. À certains moments, elle a obtenu même 5% des voix. Donc, Oui. c'était une candidature de combat, on va dire, clairement communiste, Mm. euh, et sans illusion, en fait. Sans illusion qu'elle allait arriver forcément Mm. à, à, à atteindre peut-être un score historique de la gauche qui pourrait être de 20%, ni encore moins de pouvoir accéder à la présidence. Mais euh, c'était aller contre-courant de l'histoire. D'accord. Et aujourd'hui, la situation est un peu différente parce qu'il y a une hausse des mobilisations, il y Mm. a un retour finalement quand même à toute une compréhension aussi marxiste du fonctionnement des Oui. sociétés, qu'elles reprennent la rue pour se mobiliser. Donc on est un peu dans un autre contexte, Mm. Plus euh, offensif. exactement plus offensif. Le Parti communiste chilien, ce qu'il a fait durant les 15 dernières années, c'est qu'il a fait une tactique euh, d'alliance avec la social-démocratie classique, disons, jusqu'au Parti démocrate chrétien, pour, pour comment dire, pour court-circuiter la constitution de Pinochet, qui en fait avait un système électoral très exclusif. Mm. En gros, il y avait des districts où il y avait deux candidats seulement qui pouvaient être élus. Et Ouais. à chaque fois, c'était un de droite, un de gauche, de Mm. centre-gauche, on va dire, ou deux de centre-gauche et deux de droite, quoi.
Mais la gauche historique ne pouvait jamais accéder. Donc, le Parti communiste chilien a fait un pacte qui s'appelle le pacte d'omission. Ça veut dire que la candidature de centre-gauche ne se présente pas et laisse une opportunité à une candidature plus à gauche, qui est celle du Parti communiste. Et c'est comme ça qu'ils ont obtenu en 2013, déjà ils avaient obtenu certaines mairies, déjà il y a une quinzaine d'années, et ils ont obtenu aussi des sièges à la Chambre des députés. D'accord. Déjà, si je ne me trompe pas, c'est en 2013. Mm. Avant même de faire la réforme constitutionnelle qui a eu lieu après, qui a mis fin à ce système qui s'appelle binominal, hein, où c'était la droite et centre-gauche qui se partagent le pouvoir. Ouais, le bipartisme classique, quoi, en fait, hein, le Exactement. piège. Ouais. Et puis, du coup, le Parti communiste, ce qu'il a fait aussi, c'est en progressant dans ce pacte, ils ont allé encore plus loin et ils ont fait un programme commun avec la concertation, tu vois, et ils ont participé au gouvernement de Bachelet, d'ailleurs, dans le deuxième gouvernement de Bachelet qui est entre justement 2013 et 2017. Ils ont eu des ministères, on va dire, du point de vue régalien, pas les plus importants, mais d'un point de vue symbolique, c'était le ministère de la Femme et le ministère du Développement social. Donc, quand même des sujets importants pour les communistes, on va dire. Tout à fait, oui. Le problème, c'est que durant toute cette période, cette pratique que pourraient avoir les communistes de dire on est dans les institutions et dans la rue, ça a été plus un discours. Parce qu'en réalité, ils ont éteint les revendications de la rue. D'accord. Ouais. Ils n'ont pas combiné les deux choses. On va tenter cette participation au gouvernement. Et c'est une partie des grands reproches que reçoit aujourd'hui le Parti communiste chilien. Hein. Même si une histoire de gauche plurielle, on dit ici en France. Voilà, exactement, exactement. Donc, d'une certaine manière, il paye aussi cette pratique qui est récente, mais ce n'est pas non plus les pires dans toute cette classe politique, on va dire. Oui, puis on comprend bien ce que tu dis sur les obligations pour percer ou pour exister d'un point de vue électoral, qui sont très différentes souvent d'un pays à un autre. Hein. De toute façon, effectivement, le bipartisme est un piège face auquel on peut avoir des stratégies différentes d'un pays à l'autre, c'est clair. Exactement. Donc là, si on revient après au résultat de ces dernières élections qui ont eu lieu il y a 10 jours, là, une dizaine de jours, et puis pour redonner un peu des éléments par rapport à la candidature de Daniel Jadwe, le candidat du Parti communiste chilien, le Parti communiste chilien avec le Frente Amplio en alliance, en gros, ils ont maintenu leur vote dans la convention constituante. Ils ont maintenu les votes de 2017. Ils n'ont pas progressé, ils ont juste maintenu. Et ça, c'est déjà une petite victoire. C'est la droite. Peut-être tu peux rappeler peut-être simplement les liens entre ces différents suffrages et le lien avec la Constitution, justement, là, sur les derniers. La convention constituante, en fait, il y avait 3 élections. La convention constituante, il y avait les élections municipales où on élisait les conseillers municipaux et les maires. Oui. Et puis, il y avait une 3e élection des gouverneurs, en fait. Il y a 15-16 régions au Chili. Et puis, jusqu'à maintenant, les gouverneurs étaient nommés par le président. Une sorte de régional, quoi. Voilà. Et cette fois-ci, ils sont élus par la population. D'accord. Les résultats dans ces élections sont toutes différentes. Hein. Forcément. Au niveau des élections municipales, la droite, elle arrive à maintenir son 30%, par exemple. En termes électoraux, s'il y a un victorieux là, entre guillemets, c'est la droite, mais une droite qui est plus dans la proximité de la population et pas forcément dans la politique de l'État, quoi. D'accord. Et les élections régionales, le centre-gauche a fait des bons résultats. Et puis, c'est à la Convention constituante où ça a changé. C'est-à-dire que les deux grands partis, les deux grandes coalitions gouvernementales ont énormément baissé. La gauche, Parti communiste chilien et Frente Amplio se sont maintenus. Et en fait, c'est l'irruption de listes indépendantes, citoyennes. D'accord. Et vraiment, la grande victorieuse,
ceux qui justement sont dans la rue, ceux qui ne sont pas dans les Hmm. partis politiques. Ce secteur a réussi à rentrer dans... Ils ont obtenu tous ensemble 36% à peu près des voix. Et Ah la oui. liste la plus importante de ces listes indépendants, elle s'appelle liste du peuple. Et c'est vraiment les, les mouvements sociaux, territoriaux, on va dire, qui ont réussi à envoyer des représentants. Il y a un élément très intéressant parce que tous les candidats de la COUT, c'est un peu la CGT chilienne, Ouais, aucun n'a été élu. d'accord. Même les dirigeants sociaux de mouvements plus rénovateurs, comme les mouvements féministes, Hmm. où il y a un mouvement sur la question des retraites aussi, où il y avait aussi un syndicat des professeurs, où il y avait eu un changement dans la direction qui était plutôt positif. Ces dirigeants au niveau national n'ont pas non plus été élus, mais les dirigeants de ces mouvements sociaux au niveau plus territorial Mhm. et même dans les différentes régions. Tu sais, le Chili est un pays très centralisé, mais au niveau des régions, c'est Mhm. plutôt des dirigeants de base qui ont été élus. Donc, D'accord. on voit un élément intéressant, c'est que ce qui a plutôt été valorisé, c'est la proximité, quoi. C'était étrange parce que, enfin, je réfléchis en même temps Oui, oui, bien que sûr. tu expliques précisément et très bien cette situation, mais on voit quand même une sorte, enfin, de façon très généralisée, un écroulement d'un bipartisme classique du XXe siècle finalement. Ça aussi, on l'a en France, peut-être on l'a aussi en Suisse, mais les partis institutionnels classiques s'écroulent et puis surgissent soit quelquefois un Chavez ou ou d'autres fois un Macron, parce que Macron, ici, voilà, l'écroulement d'un système ancien peut mettre en avant des illusions, et puis ça peut se traduire par le meilleur comme le pire, on a l'impression. Hein. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a le bipartisme qui s'effondre, effectivement, mais tout ce que ça induisait, y compris dans nos mouvements à nous, disons Voilà. mouvements syndicaux, ce Mm. qu'on pourrait appeler les corps intermédiaires, qui se Mm. sont aussi, ils ont été attaqués à mort, et puis avec une tactique défensive. Mm. Et c'est tous ces éléments-là qui sont en train de s'effondrer, le mode de négociation politique. Par exemple, je pense que c'est intéressant, il y a un lien avec les Gilets jaunes. Je pense que le phénomène des Gilets jaunes J'y pensais, oui. au niveau mondial a été un peu précurseur, y compris de ce qui se passe en Amérique latine. Parce D'accord. que même si Macron, c'était un peu de l'esbrouf, il a dû quand même retirer son projet. Et il n'y a pas eu de négociation pour qu'il le fasse. Mhm. La médiation s'est fait autrement. Oui. Lui, il aurait voulu des négociateurs qui viennent, des représentants, qui négocient un pacte que lui ne Mm. va pas appliquer. Mm. Et ces négociateurs vont être ensuite accusés de trahison par la base qui s'est mobilisée. À Mais l'ancienne, quoi. voilà, Ouais. mais les capitalistes, ils ont détruit les corps intermédiaires qui faisaient ça avant. Mm. Et je pense qu'il y a cet élément-là. Peut-être l'autre élément intéressant, c'est que en France, je pense que Macron est une anticipation de l'effondrement du bipartidisme. Oui. Et c'est pas, on attend que le bipartisme s'effondre de lui-même et de là sort un Oui, Macron. oui. C'est une Je tentative comprends, oui. d'anticipation Mm. parce qu'au Chili, par exemple, C'est pas un écroulement, ce serait le maintien des deux pôles, mais réunis, au lieu qu'ils s'écroulent chacun. voilà, Ouais, mais le processus continue parce qu'il y a quand même une usure du pouvoir. tout à fait, ouais, bien sûr. Mais peut-être qu'un Fillon qui venait avec un programme thatchérien de choc aurait peut-être créé une explosion beaucoup plus forte aussi Oui. dans la société française. Mhm. Donc, c'est plutôt une intelligence des élites, là, je pense, des Mais élites qu'on a ici. c'est vrai ce qu'on ressent, tu as raison, face à un changement où une page se tourne peut-être dans la lutte de classe et face à un ancien modèle avec des organisations traditionnelles de lutte qui étaient très bien adaptées à l'ancien modèle. Maintenant, il y a un raccrochage à la nouvelle situation qui est quelquefois un peu difficile. Nous, on a vécu en France un accrochage difficile. Après, on peut critiquer, mais un accrochage difficile objectivement de la CGT, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, alors que cet accrochage était crucial en réalité pour gagner. Et visiblement, le même problème se pose peut-être aussi au Chili, dans l'idée que tu parles de toutes ces
listes ponctuelles et traduisant des luttes concrètes de masse et qui ne trouvent pas une unité politique susceptible de vraiment créer un rapport de force nouveau quoi, aujourd'hui. Il y a une montée du PC. Enfin, mais bon, après, il ne faut pas non plus absolutiser. Ils ont peut-être doublé leur score. Évidemment, on ne peut pas comparer les scores qu'ils ont là-bas avec les scores qu'on peut observer ici quand on est estampillé communiste. Hein. Enfin, ça se traduit par plein de choses, mais d'un point de vue changement de rapport de force, on n'est pas encore sur quelque chose de vraiment nouveau, quoi. J'imagine. Je pense que le Parti communiste chilien, il a un petit peu progressé, il me semble, au niveau des conseillers municipaux. Oui. Donc, encore une fois, vu qu'il a un appareil qui est beaucoup plus lié au territoire, il a pu peut-être progresser légèrement parce qu'il présente dans ces lieux, c'est des candidats qui se Des connaissent fiefs. avec C'est les des fiefs. voisins. Et puis, donc ça, il y a eu une progression. Mais au niveau national, c'est plutôt une stagnation. D'accord. Mais qui, je veux dire, c'est quand même les mieux lotis, disons, Oui. par rapport aux autres secteurs. Oui, se maintenir alors que tout s'écroule, c'est déjà pas mal. Voilà, exactement, exactement. Et on va dire que la candidature de Daniel Jadwe, qui est justement, en fait, c'est un maire, donc c'est aussi un travail territorial, bon, dans la capitale à Santiago, et c'est quand même représentatif, finalement aussi, c'est presque comme s'il y avait un processus de souveraineté populaire qui naissait du bas, qui a beaucoup plus profité à cette liste du peuple indépendante, mais qui a aussi pu profiter à ceux qui mènent coûte que coûte un travail dans ces lieux-là. Et ce qui est surtout reconnu à la figure présidentielle du Parti communiste, c'est que en tant que maire, il a commencé déjà à tenter des nouvelles politiques. Il a toute une série de politiques populaires qu'il a commencé avec un projet de pharmacie populaire. La question du prix des médicaments et la question de la santé qui est privatisée, évidemment, c'est assez important au Chili. Et lui, ce qu'il a fait, bon, c'est des trucs assez connus. Hein. Tu peux acheter en gros à l'industrie pharmaceutique, et puis tu peux court-circuiter les distributeurs, et tu fais baisser les prix d'une certaine manière, et il le donne à prix coûtant. Donc, c'est une politique, on va dire, social-démocrate, mais qui au moins démontre qu'on n'est pas juste en train de parler du grand soir, mais qu'on peut comprendre un peu comment on peut faire avancer les choses. Bien sûr. C'est vrai qu'au Chili, le néolibéralisme est allé très loin. C'est donc, ça. Il y a une marge de manœuvre, on va dire. On n'en a pas vraiment parlé, mais c'est vrai que dans les années 90, il y a eu une crise financière, même 2000, une crise financière très importante, pas seulement au Chili, en Argentine, et que ça s'est traduit aussi quelque part par une réponse sociale importante dans plusieurs pays. Et ici, en termes... C'est aussi le fait que c'est un truc qu'on dit beaucoup au Chili, en fait, c'est que des droits sociaux comme la santé ou l'éducation, ou même le fait d'avoir une retraite, sont devenus des biens de consommation. Et ils sont pris comme ça, comme des biens de consommation, et puis on doit accéder au marché, en fait, pour obtenir une meilleure santé ou une meilleure éducation, et ça dépend du coup des performances individuelles, etc., etc. Donc, c'est ce système-là aussi qui s'effondre d'une certaine manière et qui demande plus d'État. Et donc, Daniel Jadwe, il propose des politiques, on va dire, en bonne connaissance de cause, comment fonctionne le système et comment trouver des petites brèches pour aider les gens, en fait. Mais il reste quand même dans une logique d'un État fonctionnant dans le marché. Hein, donc, la municipalité de Recoleta, voilà, c'est un poids plus lourd dans le marché, donc il peut obtenir certains avantages dans les prix, et ensuite il le donne en bénéfice de sa commune. Il a fait ça pour d'autres, par exemple une régie immobilière populaire, où c'est plus ou moins le même type de principe.
et ça a été reconnu. Le 20% qu'il obtient aujourd'hui dans les sondages, ce n'est pas le score du PC, c'est le score d'une personne où il y a une partie PC et une partie où on lui reconnaît qu'il il est capable de donner des réponses. Mais c'est lié, de toute façon. Oui, oui, c'est lié, C'est mais lié. c'est absolument lié. Communistes cherchent à conquérir des pouvoirs pour conquérir le pouvoir ensuite, d'une certaine façon. Mais donc, j'ai deux questions, Oui, deux dernières vas-y. questions pour essayer d'élargir un peu la discussion. Très intéressante, parce que tu commençais ton propos en parlant de régime libéral ou ultralibéral, pour parler de Pinochet, hein, dont on sait qu'il est fasciste d'un point de vue politique. C'est intéressant parce que la question qui se pose aujourd'hui, alors je le fais clairement en France aujourd'hui, on se pose une question politique qui a l'air assez cruciale autour du terme fascisation. On voit plein d'événements. Là, ces derniers temps, on interdit une manif pour la Palestine. Il y a une manifestation policière factieuse avec un ministre, voilà, etc., devant le Parlement. Enfin, il y a plein d'éléments qui nous font penser que le terme fascisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous le fascisme, mais on est face à un pouvoir libéral, comme tu dis, ou ultra-libéral, Macron, et que la limite ou la nuance entre libéralisme et fascisme n'est pas si évidente que ça. On sait très bien que c'est un processus et que quand les choses s'aggravent, quand un mouvement populaire s'installe, quand il y a un danger pour les intérêts privés, alors c'est une option comme une autre finalement pour eux, le fascisme. On sent le danger arriver. Donc j'ai envie de poser une question par rapport à est-ce qu'au Chili, face à des mobilisations qui ont retenti bien plus que celles qui peut-être ont eu lieu en France, hein, ou en Amérique latine, même plus généralement, le fascisme existe. Il y a des fascistes putschistes qui ont pris le pouvoir en Bolivie. Il y a des fascistes qui s'opposent au Venezuela. Enfin, c'est quand même aussi une tradition politique qui existe là-bas. Comment est-ce qu'elle existe déjà au Chili? Est-ce qu'elle est menaçante ou est-ce qu'on est vraiment dans un autre contexte que dans les pays comme, je sais pas, ou dans la Colombie aujourd'hui ou la Bolivie aujourd'hui? Est-ce que c'est un autre contexte vis-à-vis de la question de la possibilité fasciste quand il y a des mouvements sociaux? Et puis, j'ai une autre question, mais peut-être, voilà, je ne sais pas si c'est en lien avec ce que je disais, mais comment se positionne la gauche chilienne par rapport à tous les mouvements sociaux dont on entend parler aujourd'hui dans le sous-continent? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'on a l'impression d'un phénomène d'ensemble? Ou est-ce que c'est juste fortuit qui est aujourd'hui beaucoup d'actualité? Moi, je vois des slogans qui disent voilà, battez-vous comme en Colombie, votez comme au Chili, résistez comme en Palestine, tu vois, pour essayer de faire un ensemble de tous les signes d'espoir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment cette liaison entre les mouvements qui ont lieu dans toute l'Amérique latine? Ouais, je vais peut-être commencer par la dernière question. Moi, Mmh. c'est un avis personnel. C'est le, au Chili, moi, je suis pas mal ce qui se passe dans les discussions, dans les médias. Il y a aussi des émissions comme celle qu'on fait maintenant, qui se font au Chili, et puis il y a des gens qui émettent des idées et tout ça. Mais au Chili, je pense qu'ils ont une vision de l'Europe, par exemple, qui est un peu distorsionnée, à mon avis, qui est trop le modèle. C'est comme si c'était le bon modèle, Mmh. je veux dire, de l'État-providence. Parce que ce Mais, n'est pas mais, les mais- États-Unis. oui, mais c'est comme si ils prenaient comme modèle les années 60 ou les années Mmh. 70. Mais ça fait 50 ans qu'il y a de la casse sociale et puis que. Bien sûr. Donc, ça serait intéressant ces échanges Ouais. pour qu'aussi ils comprennent que, en fait, eux, quand ils se réfèrent à l'Europe, ils se réfèrent à des vestiges, en fait, de ce qui s'est passé au siècle dernier, de luttes qui ont obtenu des Le conquêtes et berceau tout des ça, droits de quoi. l'homme. Voilà. Ouais. Donc, Je des fois, ça comprends tout à m'énerve un fait. peu, Je des fois comprends même, ça ça. m'énerve un petit peu. Mmh. Mais, mais bon, bref, je Non, mais pense c'est que intéressant ce que tu dis, hein. Je l'ai déjà je observé ailleurs, en Tunisie, je par suis pas exemple. sûr que les mouvements sociaux aient complètement conscience de ce qui se passe exactement ailleurs. Par exemple, je vais te donner un exemple, c'est que euh, la question des gilets jaunes, justement, c'était avant la révolte sociale de 2019 Mhm. au Chili, et puis l'extrême droite, on va dire l'extrême droite au Chili, on va dire
les réseaux un peu pinochetistes, les gens reconnus dans Les nostalgiques. dans cette tradition, qui est en fait, je pense qu'il faut comprendre bien, c'est une tradition des élites qui se dirigent vers les secteurs populaires les plus marginalisés, où ils ont une hégémonie, d'une certaine manière, ou qu'ils tentent une hégémonie. Ce n'est pas une élite qui reste en haut et qui méprise simplement le peuple. Elle méprise le peuple, mais elle fait de l'aide sociale à des secteurs. Elle est très clientéliste. Mais c'est une marque du fascisme, de toute façon, Voilà. jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si c'est exactement le cas de ce qui se passe en France sociologiquement. Est-ce que vraiment il y a une tactique du Rassemblement national d'être, de chercher des appuis dans les milieux les plus pauvres possibles? Je ne sais pas si c'est ce phénomène. Il faudrait le discuter, mais en tout cas au Chili, c'est ce phénomène-là. Pas encore. Voilà. Il y a des tentatives. Voilà, j'imagine bien. Mais au Chili, et puis c'est ce qu'ils ont réussi à installer durant la dictature. Il y a un sociologue français, Alain Touraine, qui était à l'époque du coup d'État. D'accord. Et je ne sais pas si c'est lui qui était ou quelqu'un lui a raconté, mais en tout cas, lui, il explique que quand il y a eu le coup d'État, les quartiers les plus riches, ils ont levé le drapeau chilien, tu vois, dans toutes leurs maisons, tu vois, comme un soutien du coup d'État. Et le même phénomène est arrivé dans les quartiers les plus pauvres, les plus reculés. Tu vois. Donc, c'est ce phénomène-là qui ensuite a été consolidé dans la constitution pinochetiste. Mais en même temps, après, ça rentre en crise complètement. Aujourd'hui, ces milieux-là ne se sont peut-être même pas mobilisés pour aller voter, par exemple. Mais, c'est intéressant. Mais pour revenir à la question des liens, c'est que ces secteurs pinochetistes, conservateurs, ils ont tenté d'utiliser la question du gilet jaune. Mais comme le bon samaritain, il met son gilet jaune, et puis il y a la catastrophe sociale partout, et puis voilà, il y a des blocages dans les péages, et puis le gilet jaune, ce n'est pas celui qui va bloquer le péage, mais au Chili, ça serait celui qui va aller empêcher le blocage. Oui, d'accord. Et c'est ce qu'ils ont tenté de faire, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais du coup, au Chili... Et ils ont mis des gilets. Non, mais c'est plutôt les secteurs d'extrême droite, tu vois. Oui. Ils ont tenté ça, mais ça n'a pas pris. La sauce n'a pas pris, disons. C'est juste pour dire un exemple dans les liens qu'il peut y avoir entre les différentes luttes. Moi, je pense que sur le fond, le phénomène des gilets jaunes est tout à fait similaire au phénomène plutôt des mouvements sociaux au Chili qui se battent. Oui. Dans le fond, c'est la même chose. Mais il y a eu une tentative de l'instrumentaliser dans la forme pour en faire autre chose. Et ça n'a pas marché, en tout cas, au Chili. D'accord. Moi, je te disais que ma réflexion un peu individuelle, comme on analyse ce qui se passe au Chili, mais aussi en Colombie ou en Palestine, comme tu as dit, et puis en parlant aussi des Gilets jaunes, je pense que c'est l'élément qu'on a abordé avant. Il y a une forme de révolte à la base. Il y a une révolte qui vient du bas, qui vient pas seulement du bas symboliquement. C'est vraiment les gens du bas qui sont au chômage, par exemple, ou qui n'ont pas de travail. Du coup, ils ne sont pas occupés par le train-train quotidien. Et puis, ils commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a une pandémie? Pourquoi est-ce que le gouvernement fait cette politique-là? Moi, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, ce genre de politique, et pas à moi. Et il y a un processus, je pense, de questionnement qui se passe à la base et qui est complètement légitime et excellent. C'est peut-être un processus d'autodétermination qui passe par là. Et je fais une petite parenthèse, mais c'est pour ça que moi, j'étais absolument indigné par tous les débats sur le complotisme, tu sais, où finalement, on méprise les gens parce qu'ils essaient de réfléchir par eux-mêmes, tu vois. Même si on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais déjà, le processus où tu te poses des questions, peut-être que tu as les mauvaises réponses, mais il faut commencer par là. C'est déjà une première étape, quoi. C'est déjà une première étape. On ne laisse pas les autres réfléchir, on essaie de réfléchir par nous-mêmes avec nos propres moyens et connaissances, et peut-être on peut évoluer. Et ça, c'est à mon avis ce qui a vraiment pris dans la situation actuelle et qui frappe, y compris
peut-être nos mouvements à nous, très militants, qui militent depuis des nombreuses années ou qui sommes issus d'un militantisme de plusieurs années. Et je pense qu'on doit beaucoup apprendre Mm. de ce qui est en train de se passer. Et je sens que des fois, il y a des contradictions qui sont peut-être trop fortes Mm. et qu'il faudrait qu'il y ait une forme d'autocritique de la gauche, d'une certaine manière, ou de la gauche communiste y compris, de comprendre ce qui est en train de se passer. Et pas Tout à d'avoir fait. une sorte de blocage cognitif, tu sais, où on nie absolument et puis on- Bah, et- tu sais qu'en France, c'était pareil. Il y a beaucoup de camarades, de militants, y compris à la CGT, qui ont vu les premières manifestations de Gilets jaunes comme étant des trucs factieux, d'extrême droite, etc., complotistes, tout ce que tu veux, avec des réflexions du type on les a pas vus dans les manifs quand on y était, nous, contre les retraites, donc qu'est-ce qu'ils viennent faire? Alors que tous les ans, on a des nouvelles recrues dans les organisations qui militent. Donc, personne n'a jamais dit, quand quelqu'un arrive à la CGT, que l'année dernière, il n'y était pas. Donc, c'est ce genre de choses un peu affectives dans les appareils traditionnels de lutte, de masse, qui fait que voilà, cet accrochage est peut-être difficile, y compris dans les pays où comme le Chili, où finalement, ce n'est pas une mutation, mais une adaptation. Mais finalement, le marxisme, ça n'est jamais qu'une réactualisation permanente d'une ligne théorique qui, elle, ne change pas. C'est bien l'idée d'un changement révolutionnaire, mais qui doit s'adapter au réel, quoi, qui ne doit pas s'appuyer sur des vieux ou des inimitiés ou des choses comme ou du purisme même. Souvent, il y a ça, hein, je pense. Donc, c'est vrai qu'on est à la recherche. C'est pour ça que cette actualité au Chili nous intéresse. On est à la recherche de mouvements pour lesquels un accrochage serait possible, effectivement. Il y a toujours des partis en évolution, partis communistes qui évoluent d'une façon très différente. Il y a des grosses différences entre le parti communiste grec, par exemple, et le PCF, ou le parti communiste portugais. Je m'étais laissé dire que le parti communiste chilien avait peut-être plus d'affinité peut-être avec le parti communiste portugais, mais enfin, d'une certaine façon, c'est-à-dire, évidemment, il y a une évolution, mais on n'est quand même pas aussi comment dire, on a peut-être moins reculé sur les questions du marxisme que, par exemple, au PCF, dans la direction du PCF actuellement, par exemple, tout en ayant cette logique que moi je voyais comme étant celle du front de gauche, si tu te souviens en France, hein, ou l'association avec un parti de gauche qui est une forme de social-démocratie plus antilibérale que le PS, quoi, hein, clairement, qui est un parti libéral, qui a été la matrice de Macron, quoi. Donc c'est vrai que là, si je comprends bien ce que tu dis, dans le contexte chilien, c'est plutôt un recul d'un bipartisme traditionnel et puis le surgissement de beaucoup de choses finalement qui sont quand même positives, mais qui montrent qu'il n'y a pas encore cette unité qui pourrait se traduire par un vrai changement à la fois dans la rue et dans les urnes, si je comprends bien. C'est encore en gestation. oui, oui. Il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que ça m'a échappé parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a plein de, il y a plein de questionnements à avoir. Il y a... Mais, ah oui, ouais, maintenant je me rappelle. Je pense que nous, comme militants communistes, on a à l'esprit, par exemple, des idées comme les masses font l'histoire, tu Mm-hmm. sais, du manifeste. Et on y croit. On y croit absolument. Peut-être qu'on a même la foi. Je le mets de manière provocative, tu vois, avec une provocation. On a peut-être la foi que c'est le cas. Mais aujourd'hui, il y a une confirmation. Quand tu parles de l'actualisation du marxisme, c'est dans Ouais. ce sens-là que je le comprends. Tout Je à pense fait, ouais. que ce qui se passe au Chili, c'est une application de cette idée. En fait, les masses, elles ont obtenu plus que, euh, que les actions qu'on peut faire, nous, conjoncturellement, Oui, je aujourd'hui. comprends. Ça ne veut pas dire que nous, les militants, ce qu'on a fait n'a servi à rien, parce que
ces manifestations un peu spontanées, elles ne sont peut-être pas conscientes, mais elles viennent d'un parcours historique. Mm. Mais elles n'en sont pas conscientes forcément, ou elles prennent conscience au fur et à mesure. Mm. Mais je pense que c'est ça qu'on doit essayer d'avoir à l'esprit, c'est que dans une période de recul, qu'on pourrait dire de 50 ans ou de 70 ans, selon quelle est la tendance qu'on a de Mm. recul des mouvements révolutionnaires, Mm. c'est le militant ou le cadre qui était le sujet, on va dire, presque historique de cette Mm. résistance, parce qu'il fallait absolument résister sur tous les plans. Oui. Et il y a des pays où ce sujet militant a peut-être réussi mieux que dans d'autres pays à maintenir une avant-garde révolutionnaire, Mm. l'accumulation historique du XXe siècle. Et dans Ouais, d'autres endroits, ça a été beaucoup plus d'effet. c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense on doit comprendre finalement que c'est les masses qui font l'histoire, pas seulement en tant que foi, mais en tant qu'observation de ce qui est en train de se passer. Et, et c'est ce que je voulais dire quand les Gilets jaunes ou le mouvement chilien ou en Colombie ou en Palestine, ils obtiennent des victoires, des concessions de la part du pouvoir sans négociation. Par exemple, le fait que l'État d'Israël doit faire un cessez-le-feu unilatéral, c'est une victoire historique de la résistance palestinienne. C'est Tout une à fait. victoire incroyable. Mm. L'accumulation des forces de toutes ces luttes de ces dernières années. Et bah, après, ils ont l'intelligence de dire, bon, bah, on accepte ce cessez-le-feu unilatéral. Mm. Mais c'est tout. Il n'y a pas de compromis sur le principe qui sont signés. Mais c'est le travail du militant aussi, il me semble, que d'empêcher qu'on dissimule les victoires sous la forme d'un compromis, justement. Quelquefois, Parfait. de toute façon, la bourgeoisie ne concède jamais rien en faisant comme si elle avait été vaincue. Elle va toujours présenter les choses comme, voilà, une demi-victoire, ou bon, allez, on va lâcher un peu, mais elle dira jamais, vous avez gagné. Elle dira plutôt, voilà, on fait comme si de rien n'était. Et c'est à nous de dire que c'est une victoire. Et bien souvent, beaucoup, avec un peu d'affectif, disent que c'est presque une défaite quelquefois, parce qu'on n'est pas allé assez loin. Ou... Mais parce que c'est nouveau. Il y Oui. a, entre guillemets, il y a une révolution, ça tourne dans l'autre sens. Mm. Mais c'est pas forcément négatif que ça tourne dans l'autre sens, parce qu'on gagne on perd quelque chose, c'est les modes de lutte défensifs qu'on a eu, mais on gagne finalement quelque chose d'autre. Mm. Et je crois qu'on doit réfléchir de nouveau à notre rôle en tant que militant. Toi qui aime bien la science et tout ça, c'est comme si, tu vois, c'est comme si on voulait manipuler les atomes. Tu vois pas, en tant que scientifique, ça n'a pas de sens de vouloir manipuler les atomes. Les atomes, ils fonctionnent, ils font leur processus, et toi, tu dois comprendre comment ça fonctionne et agir si tu veux le canaliser dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que Mais nous, en tant que communistes, ce qu'on doit faire, c'est voir les masses comme un un terrain moteur. d'information et comprendre où il va, mais on ne peut pas le manipuler. Tout à On fait. peut juste comprendre comment fonctionne, quelles sont les lois sociales, Mm. et de le comprendre au mieux possible. Et nous, tenter, ce que Et tu disais avancer, ouais. justement, faire que ces victoires sociales se Mm. transforment en victoires politiques, par exemple. C'est ça. Et c'est vrai que d'après la situation que tu décris au Chili ou en Amérique latine, le fait que on est en train de tourner une page sur le paysage politique d'une certaine façon, avec une réaccélération de la lutte de classe, objectivement, on parle de ça partout, peut surgir le meilleur comme le pire, je disais. Hein, le fait que l'absence de cadre révolutionnaire ou d'expérience qui puisse être donnée aux masses, justement, un état-major dans cette guerre-là peut s'exprimer par des victoires, bien sûr. C'est ce que tu dis, on peut obtenir des victoires, mais ça n'est jamais fini de toute façon. Donc, tu sais, je pensais à un truc, bon, ça n'a peut-être rien à voir, mais ce que tu me disais me faisait penser à un film qui s'appelle Le Jeune Marx, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, où il y a une scène qui m'avait qui m'est restée, où on a l'impression, c'est Marx et Engels qui vont, il me semble, à Londres pour faire un casting, quoi. Ils vont rencontrer la classe ouvrière, et c'est clairement comme si la classe ouvrière faisait défiler tous les théoriciens
Et allez, bon, alors toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? Et finalement, c'est plus les masses qui vont choisir leur théoricien comme un outil plutôt que les théoriciens qui vont manipuler les masses. Et je trouvais que cette scène-là était très, très significative sur le marxisme. C'est l'alliance du Mm. mouvement révolutionnaire et du marxisme. Ouais, oui. Donc, on a besoin des deux, effectivement. Et je pense que, voilà, peut-être, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais je pense que c'est un truc sur lequel on est tout à fait d'accord. Hein. Absolument, absolument. Je pense que c'est là où on comprend mieux quand on dit que le communisme est l'idéologie du mouvement ouvrier. Oui, C'est pas un décret. mm. C'est que c'est une compréhension de comment fonctionne la société et cette société après qui comprend aussi elle comprend pour elle-même qu'elle fonctionne de cette manière. Et comment ça se passe d'un point de vue, justement, tu sais, on parle de classe ouvrière maintenant, alors avec des discours très différents. Il y en a qui disent que ça n'existe plus, il y en a qui disent que la classe ouvrière, elle a changé de forme, mais tu vois, dans le récit que tu me fais de comment s'est opéré, par exemple, le fascisme pinochetiste, les élites qui vont chercher le lumpen prolétariat, et que finalement tout ça est une mâchoire contre la classe ouvrière, entre les deux finalement. La classe ouvrière, c'est quand même quelque chose d'important, j'imagine, dans l'héritage politique chilien. Comment ça se traduit aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'ouvriers ou est-ce qu'on est dans ce flou, un peu comme dans l'histoire des Gilets jaunes, où voilà, ça existe et pourtant on n'en parle pas, on ne nomme pas les choses? Oui, je pense que aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là, même s'il y a Mmh. des organisations politiques qui soit trotskistes, soit marxistes-léninistes, qui se sont aussi présentés à cette convention constituante, bon, qui n'ont pas obtenu de bons résultats, mais qui essayent de porter ce discours et Mmh. ce débat. Aujourd'hui, on est peut-être encore dans une forme de citoyennisme, mais Ouais. très avancé. Mais avancé, comme au Chili, il est avancé, dans le Mmh. sens où euh, Le peuple. il y a des éléments de classe quand même Ouais. qui apparaissent, même s'ils ils sont pas tout à fait conscients, mais il y a quand même une opposition très forte à, à ceux qui ont gouverné et au pouvoir économique. Ouais. Mmh. Par exemple, il y a les, Il y a une conscience d'être dans un autre camp, quoi. C'est ça? exactement. Cette Mmh. conscience-là devient donc, c'est en train de muter ce citoyennisme vers Mmh. une vision plus populaire. Ouais. Et, et moi, je pense que au-delà de la définition qu'on pourrait avoir de ce que c'est un ouvrier au 19e, au 20e, Mmh. au 21e siècle, c'est important, c'est la classe, elle se distingue de quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a le Mmh. nous et il y Complètement. a un autre, et qui est Mmh. un ennemi. Mmh. Et si on regarde quand même, la classe ouvrière n'a jamais vraiment été majoritaire socialement, Oui, bien sûr. hein, y Mmh. compris dans les révolutions. Elle avait peut-être la dynamique Motrice. parce elle était en croissance. Mmh. Par exemple, c'est intéressant un des combats qu'a mené Lénine en Russie, c'était quand même de démontrer qu'il y avait un développement du capitalisme en Russie. Mmh. Alors que d'autres secteurs, plutôt les populistes, disaient non, il n'y a pas de capitalisme. Mmh. Ils étaient Et anti-féodaux, tout simplement. voilà, donc Mmh. cette analyse un peu, il a fait ses études socio-économiques qu'il a fait sur le développement du capitalisme Mmh. et sur la naissance d'une classe ouvrière. Mmh. euh, C'était la dynamique qui était intéressante de la construction de cette classe ouvrière, mais qui a été minoritaire. Et puis le parti bolchevique n'a pas vraiment eu prise sur la paysannerie Mmh. organiquement pendant longtemps. Mais Mmh. ces secteurs intermédiaires se sont mis du côté socialement de la révolution. Mmh. Et je crois que je reviens un peu à la discussion sur le fascisme. Euh, L'unité populaire en 1970-73, c'était un processus fondamentalement de la classe ouvrière. Il y avait quand même des ouvriers qui devenaient patrons d'une entreprise publique, du charbon ou du cuivre ou que sais-je. Il y Mmh. avait des ministres qui étaient ouvriers, hein, Mmh. mais il y avait toute une classe moyenne qui était hésitante, Mmh. qui était hésitante par rapport, est-ce que vraiment on va aller vers la dictature, est-ce que ça va être démocratique et les libertés individuelles. Et là, la démocratie chrétienne a fait tout son travail. Et Mmh. puis, la démocratie chrétienne, c'est elle aussi qui a appelé au coup d'État, quoi.
Mm. Et donc, elle a fait basculer tout ça euh, dans le sens de l'oligarchie, mais elle croyait, à cette époque, c'est ça qui est intéressant, ces secteurs démocrates chrétiens croyaient que l'armée allait leur donner le pouvoir Mm. et qu'ils allaient pouvoir revenir à la politique qu'ils faisaient avant, Mm. de gestion et puis de développement quand même des forces productives, mais en attaquant encore les communistes et en les excluant. C'est ça, ouais. Mais il y avait toute une... c'est là où il y a le processus de classe, finalement, qui va à des contradictions qui sont inconciliables. Mm. Et puis finalement, on se dit, mais non, ici, il faut écraser absolument le projet révolutionnaire socialiste. Mm. Hein. Et comment on va l'écraser? C'est avec les méthodes fascistes. Mm. Bien sûr. Mais pas pour installer un mode de vie conservateur de la famille, pour installer finalement un système qui va donner encore plus de profit C'est ça, à la bourgeoisie. bien Et c'est sûr. là la mutation qui est peut-être des fois mal comprise, parce que comment ça se fait qu'un mouvement fasciste qui devrait plutôt essayer de se référer à des traditions, Mm. et en fait, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, par rapport à la question de la femme, Mm. ils ne sont pas dans un modèle la femme à la maison, mais la femme au travail, mais dans un Mm. travail complètement d'exploitation Exploité. totale. Mm. Donc, c'est des éléments qui sont intéressants à comprendre Bien sûr. c'est pour répondre aussi à ta question sur le fascisme. Je crois que on est face à, c'est comme une bête qui est blessée et qui va toujours donner actuellement des coups. Mais si les secteurs un peu intermédiaires soutiennent ce mouvement de changement à travers une mobilisation des masses, ça Mm. peut porter des coups très forts à tous ceux qui ont la volonté de revenir à un pouvoir fasciste. Ouais. Comme tu dis, c'est pas tout à fait fini, mais je pense que c'est ça les variables du problème. C'est de savoir le comportement des secteurs intermédiaires, c'est de savoir jusqu'à où on va aller, et puis c'est d'avoir conscience que la classe ouvrière n'est pas forcément majoritaire, mais qu'elle doit constituer des alliances. Bien sûr. Et puis, Comme en 1917, quelque part, hein. exactement. Voilà, c'est des Mais vieux avec enseignements. peut-être qu'avec la confiance, on est dans une autre époque. À mon avis, Tout on à est dans une fait. époque ascendante des mobilisations Mm. et pas dans une époque descendante comme dans les années 70, 80, Ouais, tout dans le on monde. est bien Ça, d'accord. c'est Et peut-être... d'ailleurs, ce que tu dis sur la... Parce que finalement, c'est ça aussi. Ce qui se passe en ce moment au Chili ou dans d'autres pays, c'est la reprise d'un processus qui s'appelle la conscience de classe, quelque part. On n'est pas au bout, c'est toujours un processus sinueux, et c'est ce qu'on observait ici chez les Gilets jaunes, hein. Clairement, la chose qui s'est passée ici, d'un point de vue, je sais pas, presque anthropologique, c'est l'idée que les gens se retrouvaient, y compris au bureau de poste, et on était ensemble, on était de la même classe. D'une certaine façon, les gens se retrouvaient avec cette évidence qu'on était avec les Gilets jaunes, quoi. Jusqu'à un certain point, bien sûr. C'est jamais pur, mais enfin, je pense que c'est un message d'espoir. Je trouve que c'est intéressant comme discussion parce que Oui, on se rend compte des points d'unité. Bien sûr, il y a toujours des différences, mais on se rend compte des points d'unité jusqu'à un certain point dans plein de pays aujourd'hui. ouais. C'est une bonne conclusion. Oui, oui, mais écoute, juste pour... je vais essayer de glisser encore des petits trucs. Vas-y, je t'en prie. Mais ce que je veux dire, effectivement, les rassemblements dans les ronds-points en France, là, des Gilets jaunes, où les gens discutaient entre eux, tu as parlé de la Poste, tout ça, mais déjà aussi se rassembler géographiquement dans un point de rassemblement, Ouais, ouais. et c'était autour des ronds-points. Mm. Euh, Au Chili, c'est ça ce qui s'est passé, et j'espère qu'en Colombie aussi. Au Chili, ça a pris la forme d'assemblées populaires. Euh, c'est presque le retour, je vais dire encore une provocation, ça va paraître folklorique, mais d'une certaine manière, c'est ça, c'est un retour des soviets. J'allais le dire. C'est le phénomène Bien sûr. finalement de la délibération à la Mm. base Mm. par les secteurs qui sont concernés par les problématiques. Et ce n'est pas seulement un vote pour des représentants, c'est Mm. aussi une délibération où les gens qui sont là vont agir pour Mm. appliquer ces décisions. C'est pas juste, je prends la décision de mon cahier de revendications que je vais Mm. envoyer au gouvernement et c'est à vous de vous démerder. Non, c'est mon cahier de revendications et comment je vais l'appliquer dans la pratique aujourd'hui et nous, tu vois.
c'est ça aussi le lien entre la théorie et la pratique que je pense que les mouvements communistes essayent aussi d'introduire dans le mouvement ouvrier. Exactement. Alors en France, ça a l'air un peu plus spontané. Je pense qu'il y a certainement dans la tradition historique de la Révolution française une forme historique qui a pris, je veux dire, je ne sais pas si c'était les États généraux. Bon, ce n'était pas forcément les milieux les plus populaires, mais il y avait les États généraux, non, ou des processus de convention, mais disons, il y a une forme certainement intéressante à développer. Les clubs. Voilà, Dans la Révolution. mais au Chili, ça a pris la forme ça s'appelle Cabildo. Cabildo, c'est le lieu de la souveraineté finalement, et puis qui va vers l'Assemblée constituante, on va dire, en gros, grosso modo. Et en fait, c'est ce travail-là qui a permis d'aboutir à cette liste du peuple. Juste pour lui donner aussi c'est pas juste OK, on s'est mobilisé, on a fait la révolte sociale en 2019, puis après on fait rien, puis on se retrouve la veille de l'élection, tu vois. Et puis on va voir spontanément. Non, c'est tout un parcours de tout ce travail de réseau territorial qui se fait avec des discussions. C'est eux aussi qui ont demandé qu'il y ait une assemblée constituante et qui ensuite ont abouti à cette liste du peuple, et qui est effectivement, c'est un processus de conscience de classe qui frappe évidemment la droite et la gauche. Parce que la gauche qui a perdu ce raisonnement de classe. Oui, c'est ça. Parce que le problème, c'est qu'on est dans une stratégie souvent dans la gauche, d'aile gauche de la social-démocratie. On va essayer de tirer la gauche le plus à gauche possible. Et puis en fait, on reste subalterne. Et le grand danger, c'est que ce processus de conscience de classe nous le fasse payer d'une certaine manière. Nous, on est en tout cas en Suisse dans une autre démarche, on va dire. Et puis je pense que vous aussi, là, en France, le Rassemblement communiste, vous êtes dans une autre démarche. Mais ce que je veux dire, c'est que traditionnellement, cette idée d'unité de la gauche va payer cher ce processus de reprise de conscience de classe. Tout à fait, oui. En fait, c'est un côté de modestie face à ce qui est en train de se passer et de tentative de connexion à la base. C'est pas parce qu'on ne parle plus dans les organisations traditionnelles, c'est pas parce qu'on ne parle plus de lutte de classe qu'elle a cessé d'exister. C'est ça qu'on est en train d'observer. Exactement. Elle continue, quoi. Bon. Peut-être juste pour vite conclure, ce que je voulais dire, je reviens un peu au début. Un des éléments intéressants de retour à l'unité populaire, et tu me parlais de la figure d'Allende, c'est que juste lui, les jours précédents du coup d'État, il voulait faire un appel à un plébiscite pour un changement de la Constitution. Et du coup, c'est comme si il y a une parenthèse depuis le 11 septembre. C'est une revanche, jusqu'à maintenant. Il y a véritablement en plus une convention constituante qui va poursuivre ce combat historique. Et c'est intéressant de voir certaines différences avec le PC chilien, parce que tous les maires qu'ils ont eus, ce pas des maires justement ouvriers qui sont issus des milieux plus populaires, c'est plutôt des couches moyennes éduquées. C'est aussi intéressant à observer ce genre de choses. Moi, j'essaye d'être assez objectif sur le PC chilien, mais je suis plutôt critique. Parce que je pense qu'ils ont une tactique politique qu'ils maîtrisent. Ils maîtrisent parfaitement, tu vois, les changements d'alliance. Là, justement, dernièrement, ils ont claqué la porte du PS, par exemple, au Chili. Ils ont une bonne tactique. Mais à mon avis, idéologiquement, c'est vraiment des secteurs, à mon avis, plutôt réformistes. Il y a probablement à la base, dans des sections, des gens qui sont toujours dans une position plus radicale, mais disons, dans le comité central du PC chilien, même les secteurs ouvriers ils les ont mis de côté. Les secteurs qui sont, par exemple, liés à la Fédération syndicale mondiale, par exemple. D'accord. De côté, il y a quelques années. Donc, leur position est quand même compliquée, à mon avis. C'est des séquelles.
D'un point de vue de ce que nous, on veut défendre, Oui, une oui, je comprends. approche plus idéologique conséquente, on va dire. Et juste pour finir, c'est que probablement, il va pas aller jusqu'au bout, Daniel Khadri, probablement. Et même s'il va jusqu'au premier tour, il y a certainement une candidature peut-être démocrate chrétienne qui va surgir et qui va prendre son espace. Et puis le PC chilien ne va pas dramatiser cette situation. À mon avis, le PC chilien ne veut pas avoir le prochain président de la République chilienne. Ils sont en train de manœuvrer parfaitement bien d'un point de vue tactique pour renforcer leur députation, leur position de député. Ils vont certainement grandir de ce point de vue-là. Et, et donc, ils vont, ils optimisent la situation, mais dans une compréhension claire de ce qu'ils veulent obtenir. Et je crains qu'en France, ça soit plus ou moins la même opération, mais à une échelle moindre, disons. Tout à fait, oui, c'est ça. Mais je pense que c'est une opération de ce genre-là aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, je pense, avec l'illusion que ça donne un candidat communiste qui fait 20%. Et puis, voilà, on va avoir aussi un bon score, sans comprendre les mécanismes qui se jouent derrière. Et que tout à fait, oui. Je pense que c'est la même chose, hein, l'idée de conforter des positions pour maintenir l'existence du parti, mais en même temps en passant complètement à côté de l'enjeu fondamental qui est 2022 finalement, parce qu'on aurait perdu d'avance, ou en réalité, quoi, hein, on peut présenter un candidat. Sans rupture réelle des liens. C'est ça, avec les enjeux. Organiques avec la social-démocratie. C'est ça le problème. C'est que je pense qu'en France, c'est un peu en retard, quoi. C'est pour ça que je te parlais de la candidature de Gladys Madine dans les années 90. C'est comme si en France, ils avaient 30 ans de retard, quoi. Ils ne peuvent pas faire l'opération chilienne s'il y a 30 ans, il n'y a pas eu des figures, si c'était un Robert Rue, quoi. Oui, j'ai bien sûr. Oula, quelle conclusion. Bon, Esteban, je te remercie beaucoup. C'était très, très intéressant. On peut se retrouver plus tard d'ailleurs. Hein. La discussion est très enrichissante pour tout le monde, je crois. Merci beaucoup, Esteban. À bientôt. À bientôt.